Voilà, merci beaucoup. Et on va donner la parole à Chantal Souche-Gourdon qui va nous parler de les enfants victimes de violences conjugales. Bien, bonjour à toutes et à tous. D'abord, mes remerciements pour cette invitation lors de ce colloque et mes remerciements pour le public nombreux aujourd'hui avec nous. Alors moi, je vais focaliser mon attention sur les enfants victimes de violences conjugales, les enfants qui ont un développement psychologique altéré en raison des violences conjugales qu'ils subissent. Alors je vais commencer mon propos en fait en l'ancrant quelque part dans le politique. Il me plaît de dire et de rappeler que en tant qu'enseignant-chercheur, toute recherche est pour moi historiquement datée, voire politiquement datée. Donc j'introduis mon propos par ce 5e plan interministériel de lutte contre les violences faites aux femmes. Donc le dernier plan en date, 2017-2019, ce sont des plans triennaux et qui vient donc à la suite des 4 précédents. Je n'ai pas rentré dans le détail de ces différents plans, mais simplement dire que quand même, il a fallu attendre 2010 pour que la France décide d'en faire l'année de lutte contre toutes les violences faites aux femmes. Alors quand on regarde attentivement ce 5e plan interministériel, on s'aperçoit d'une confusion encore de mise entre des enfants dits témoins et des enfants dits exposés. Être témoin, oculaire ou auditif, c'est une chose, mais être exposé sans être témoin auditif ou oculaire en est une autre, confère par exemple un enfant dans le ventre de sa mère. Le terme de victime dans ce 5e plan interministériel est enfin prononcé. Il ne l'était pas dans le plan précédent, ou s'il l'était, ce n'était pas sous une forme juridique. Et puis quand on regarde dans ce 5e plan interministériel, les kits de formation proposés, on s'aperçoit qu'à part l'un d'entre eux qui mentionne la protection de l'enfance, au sens très large du terme, et vous avez vu précédemment que le large est très large, aucun d'entre eux n'est destiné de façon singulière à la protection et à l'accompagnement des enfants victimes de violences conjugales. Alors que dire de ce 5e plan? Des avancées notables, en particulier pour les femmes victimes de violences conjugales. Donc je m'excuse, je vais employer le féminin pour les violences, puisque plus de 83-87% des violences sont adressées envers les femmes par des hommes, donc je vais employer ce féminin-là. Donc on a des avancées notables, c'est vrai, mais très peu, trop peu d'éléments encore apparaissent de façon spécifique pour les enfants, ce qui est largement regrettable dans notre pays. Autre élément important, Laurence Rossignol, qui était à l'époque ministre de la Famille, de l'Enfance et des Droits des Femmes, a présenté le premier plan interministériel spécifiquement dédié à la lutte contre la maltraitance des enfants. Et ça, c'était le 1er mars 2017. Vous le savez comme moi, entre-temps, il y a eu des remaniements présidentiels, ministériels. Donc, pour le moment, j'ai vraiment cherché. Pour le moment, il n'y a pas de rapport de ce plan interministériel qui a été mis en place par Madame Rossignol. Ceci étant, une avancée plus qu'importante, c'est que Madame Rossignol évoquait le partenariat entre le 119, apprenez-le bien, ce numéro, le 119, Allô enfance en danger, Allô enfance maltraitée, et le 3919, là aussi, il faut bien le connaître, qui est le numéro d'appel pour les femmes qui sont victimes ou exposées aux violences conjugales. Ce qui était important dans cet apport de Madame Rossignol, c'est que l'idée était de faire basculer les appels des femmes victimes de violences qui ont des enfants vers le numéro de l'enfance en danger. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que ça permettait enfin de spécifier que certes, il y a des femmes qui sont violentées en dehors du fait d'avoir des enfants, mais il y a aussi des enfants au milieu de ce chaos conjugal.
Et elle précisait dans ce premier plan interministériel, tout enfant qui assiste à des violences conjugales est présumé victime. Donc je précise cet ancrage, il me semble important. Les événements avancent tout doucement. On est en 2018, le premier plan de lutte contre les violences faites aux femmes date à peine de 8 ans. Donc les choses vont très doucement et concernant les enfants, elles vont encore plus lentement. Quelques données chiffrées pour asseoir mon propos. En 2016, 123 femmes ont trouvé la mort sous les coups de leur conjoint, de leur compagnon, de leur ex-compagnon, soit environ, ça fluctue en fonction des années, une femme qui meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint. C'est en hausse depuis 2015, pardon. Les hommes sont eux aussi concernés par ce phénomène, puisqu'il y a 34 hommes qui sont décédés des suites de violences conjugales. Le problème, c'est que dans ce cas de figure-là, on ne sait pas exactement si la femme est une personnalité qui va agresser cet homme ou si cet homme est décédé suite aux violences conjugales que cette femme a subies pendant X temps. Ce qui est important à noter aussi, c'est que dans un cas sur 5, un ou plusieurs enfants étaient présents au moment du crime. Et au total, si on compte les suicides des auteurs, mais bien sûr des victimes, les enfants qui sont compris dans ces violences conjugales, on arrive à environ 252 décès en 2016. Bien évidemment, cette donnée chiffrée est largement sous-estimée, puisque ne sont pas comptabilisés les morts in utero, puisque ne sont pas comptabilisés les enfants qui naissent prématurément et qui décèdent suite à cette prématurité, et ne sont pas comptabilisés les décès des enfants qui naissent avec des handicaps graves et qui entraînent une altération de leur santé physique suffisamment importante pour que ces enfants décèdent. Et puis, cette donnée est largement sous-estimée, puisque encore en dehors de certaines grandes villes, on va dire Paris, Lyon, peut-être Toulouse, les commissariats ne sont pas encore suffisamment formés pour identifier certains décès d'enfants ou de bébés ou in utero suite à des violences conjugales. Donc bien évidemment, cette donnée est largement, très largement sous-estimée. 150 000 enfants seraient touchés par les violences conjugales. Ce sont des données qui sont approximatives, puisque la Fédération nationale des violences faites aux femmes annonce même une donnée chiffrée de 450 000 enfants qui seraient concernés par ces violences conjugales. Et puis en 2015, pour la première fois, le journal Le Monde, faisait état de 33 décès d'enfants suite aux violences conjugales. C'était la première fois que dans notre pays, un journal évoquait cette question spécifique des enfants qui étaient décédés lors des violences conjugales. 33 décès en 2015, 25 décès en 2016, bien évidemment une donnée sous-estimée, comme je l'évoquais tout à l'heure, puisque rien n'est dit sur les enfants qui naissent prématurément, les enfants handicapés et, je rajoute, les enfants qui ne naissent pas parce que les femmes se font avorter ou s'avortent elles-mêmes parce qu'elles n'en peuvent plus de recevoir des coups sur leur ventre. Alors une définition qui est importante à mettre en exergue, c'est la distinction qu'il faut absolument faire entre conflit et violence. Le conflit, il est nécessaire. Il est nécessaire pour chacun d'entre nous, il est nécessaire pour les enfants, pour qu'ils puissent se développer de façon harmonieuse. Et ça s'inscrit, la plupart du temps, dans un mode de relation qui est réciproque, qui est symétrique, et puis surtout un conflit. Ça finit par se résoudre. On connaît les conflits que nous avons avec nos enfants, avec nos conjoints, au niveau professionnel, bref, dans toutes les sphères de notre vie. Et ces conflits sont permis par la loi. Ça, c'est une donnée qui est importante. Pourquoi c'est important? Parce que la violence, par contre, n'est pas permise par la loi. Donc la violence,
j'ai pris une définition qui avait été donnée par Henrion, un des premiers à avoir fait un rapport sur les violences faites aux femmes. La violence au sein du couple est un processus évolutif au cours duquel un partenaire exerce, dans le cadre d'une relation privilégiée, une domination qui s'exprime par des agressions physiques, psychologiques, sexuelles, économiques ou spirituelles. Donc le terme de domination est extrêmement important. Pourquoi? Parce qu'il fait référence à un autre terme que l'on utilise beaucoup en psychologie, qui est la question de la relation d'emprise. Et la relation d'emprise, c'est le maître mot de ce chaos conjugal. Pourquoi? Parce que ça renvoie à l'ascendant, un ascendant de toute nature, qui peut être intellectuel, il peut être moral, il peut être religieux, sur un individu ou un groupe, et il est à rapprocher des notions de domination, d'autorité, d'emprise et d'influence, et aussi de dépendance. Et surtout, cette violence, elle est interdite par la loi. Pour ma part, moi j'emploie le terme de violence conjugale au pluriel. Pourquoi? Parce que les violences conjugales, elles sont multiples, elles sont physiques, psychologiques, elles sont aussi religieuses, comme parfois on peut avoir un conjoint qui peut empêcher sa conjointe d'aller sur un lieu de culte, quel qu'il soit, c'est une violence. Ce sont aussi des violences économiques. Une personne qui n'a pas un sous-vaillant pour acheter le pain parce que son conjoint bloque les cordons de la bourse, c'est une violence conjugale, etc., etc. Et ces violences conjugales, elles font partie d'un ensemble dans lequel l'enfant est en prise. Alors le cycle de la violence conjugale, c'est un cycle qui a été largement démontré par en particulier nos collègues québécois. Alors, comme d'habitude, je fais toujours référence à nos collègues québécois qui sont en avance de 20 ans, voire plus, par rapport à nous. Les violences conjugales, les collègues de québécois, ils travaillent depuis les années 80, ont largement développé cette question-là, largement développé des outils de prévention, etc. On en reparlera tout à l'heure. Et ils ont effectivement bien décrit ce cycle de la violence conjugale, avec cette montée en tension. Alors la montée en tension, c'est toujours de l'anecdote. C'est un repas qui n'est pas bon, c'est une tache sur une chemise, c'est le gamin qui fait trop de bruit. Bref, l'agresseur se saisit d'un élément factuel pour au moment où la crise va démarrer. Et puis il y a le passage à l'acte. Alors ce passage à l'acte, ça peut être des coups, ça peut être des objets qui volent, ça peut être des insultes. Il y a un bouquin de Edith Hudson qui s'appelle La femme en vert, et excellent bouquin d'ailleurs. Et dans ce polar qui nous montre les méfaits de la violence conjugale, il est très bien décrit la question des insultes d'un homme qui traite sa femme de grosse vache, de salope à longueur de journée, qui l'insulte tous les jours pour pouvoir asseoir son emprise et sa domination. Et puis il y a la justification. Alors justification, elle est de toute nature. C'est la faute de l'enfant qui a fait trop de bruit, c'est la faute du boulot parce que cet homme est trop fatigué, c'est la faute de sa femme parce qu'elle n'a pas été suffisamment présente à ses côtés. Parfois c'est un peu de sa faute, mais c'est rarement le cas. La faute et la justification est souvent renvoyée vers cet autrui qui n'est pas l'homme agresseur. Et puis de façon tout à fait naturelle, j'allais dire, ce cycle de la violence se termine par une lune de miel où tout va bien. L'homme offre des cadeaux à sa compagne, l'invite au restaurant, lui dit des mots gentils, et c'est durant cette lune de miel que les femmes pensent qu'à un moment donné, ça va s'arrêter et que tout va revenir comme avant. Donc ça, ce sont vraiment les 4 phases qui sont décrites dans les cycles des violences conjugales. Par contre, ce qui est nouveau, et ce qui est arrivé nouvellement dans la littérature, ce qui est important à comprendre, c'est que ces 4 phases, elles sont identifiées par l'enfant, elles sont intériorisées par l'enfant. L'enfant se les approprie extrêmement vite et extrêmement tôt.
Vous n'êtes pas sans savoir qu'un enfant, même s'il n'a pas accès au langage, a accès à toute une gamme d'affects, toute une gamme d'émotions. Et un enfant est tout à fait capable, très jeune, très très jeune, de comprendre que sa mère a mal, que sa mère est en difficulté, que son père va tout d'un coup péter un câble, etc. Et donc ces différentes phases, elles sont intériorisées par l'enfant, ressenties par l'enfant. Donc il comprend quand il va y avoir une montée en tension. Il peut ne pas être là lors du passage à l'acte, mais de toutes les manières, il pourra en ressentir les effets. Et puis, cette phase de justification et cette phase de lune de miel, pour lui, c'est quelque chose d'absolument incompréhensible, de quelque chose qui entraîne un paradoxe et une contradiction psychique importante. Comment peut-on battre un sujet? Comment peut-on l'insulter? Et ensuite l'inviter au restaurant ou lui dire des mots d'amour. Alors les facteurs socio-économiques et socio-culturels, ils sont largement débattus dans la littérature scientifique. Là, je fais appel à un nombre de recherches, notamment anglo-saxonnes, francophones aussi, et qui nous permettent d'asseoir un certain nombre de données par rapport à cette question des violences conjugales. Alors du côté des hommes, eh bien, effectivement, c'est la question du chômage qui est au centre de ces questions-là. À savoir aussi, dans d'autres thématiques, on avait pu travailler avec des collègues sur la question de la précarité. La question du chômage est quelque chose d'important pour les hommes parce que la question de l'identité paternelle est extrêmement bousculée par l'identité professionnelle. Autrement dit, une femme qui a une identité professionnelle bousculée, chahutée, parce qu'elle va être au chômage, parce qu'elle va être à mi-temps, etc., son identité maternelle ne sera pas bouleversée. Par contre, on repère que chez les hommes, dès que l'identité professionnelle est altérée, il s'ensuit une identité paternelle qui était aussi altérée. Donc on a le chômage qui est vraiment quelque chose qui est central, les modes et les lieux d'habitation, les faibles ressources financières et bien évidemment le manque d'autonomie auquel se rajoute un niveau d'études plutôt bas et un statut socio-professionnel plutôt défavorisé. Du côté des femmes, on s'aperçoit que se rajoute à ces facteurs socio-économiques qui existent aussi, bien sûr, pour elles, la question de la langue. Une femme qui ne maîtrise pas la langue de son pays d'accueil va être beaucoup plus violentée que d'autres. Des femmes qui n'ont pas de soutien social et familial vont être plus violentées que d'autres. Donc je fais référence à toutes ces femmes immigrées qui se retrouvent souvent seules dans les pays d'accueil et qui sont maltraitées non seulement par le pays d'accueil mais aussi par les conjoints avec lesquels elles sont, qui se retrouvent dans des situations de précarité extrême. Et puis se rajoutent à ces conditions-là, bien sûr, les nationalités étrangères, son statut de migrante qui va être ou non validé par les autorités, la question de la culture, etc. Ceci étant, ces facteurs socio-économiques et socio-culturels ne sont pas les seuls responsables des violences psychologiques, notamment, et des violences physiques, mais l'on sait que dans les milieux favorisés, on cache un petit peu plus les violences physiques, et ça on le retrouve aussi dans les cas de maltraitance faite à enfants. Autrement dit, dans les milieux favorisés, on va avoir davantage de brûlures de cigarettes dans le dos ou dans des parties cachées que dans les parties visibles. C'est la même chose pour les violences conjugales. Et on s'est aperçu aussi que les violences psychologiques, par contre, étaient beaucoup plus importantes dans les milieux favorisés, ce qui ressort d'une étude de femmes qui ont été accueillies dans des centres hospitaliers. Mais bien évidemment, tous les milieux culturels sont concernés. Une autre donnée que l'on retrouve dans la littérature, ce sont des femmes jeunes, entre 15 et 24 ans, qui sont les plus touchées, avec une difficulté particulière pour ces maternités que l'on pourrait dire adolescentes, ou en tout cas préadultes, entre 15 et 18 ans, puisque ce sont des femmes et des jeunes qui arrivent encore moins à sortir des différentes relations d'emprise dans lesquelles elles sont engluées. Alors la grossesse, c'est une période critique, et ça, la littérature le relève de façon récurrente. La littérature, et même au niveau des pratiques, on s'en aperçoit de façon récurrente. Le cycle de la violence, il débute souvent lors de la grossesse ou en période anténatale et en période postnatale précoce, dans les 2-3 mois qui suivent l'accouchement. Donc ça, c'est une donnée qui est vraiment importante à préciser, parce qu'on s'aperçoit qu'on pourrait être vraiment beaucoup plus préventif au moment où ces femmes viennent accoucher dans nos services, et que nous ne le sommes pas suffisamment. Ce qui a été évoqué
pour comprendre pourquoi ces violences débutaient avant la grossesse ou pendant la grossesse, ou souvent lors de la première grossesse, c'est que les personnes agresseurs, dans certains cas, hein, je ne vais pas développer toutes les typologies des personnes agresseurs, mais dans certains cas, il y a des sentiments d'abandon archaïque qui ressurgissent chez ces hommes, et quand ils voient que cet enfant va prendre leur place en quelque sorte, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'insupportable, et ils essayent par ces coups, par ces insultes, par un tas de violences diverses de ne pas être en compétition avec cet enfant qui va naître ou cet enfant qui naît. Pour l'enfant dans le ventre de la mère, c'est un véritable trauma. J'insiste sur ce terme de trauma parce que c'est une effraction. Non seulement c'est une effraction dans le psychisme de la mère, mais c'est une effraction aussi pour cet enfant. Et c'est à ce niveau-là que je fais vraiment la distinction entre un enfant qui est exposé et un enfant qui est témoin. Vous comprenez, on est bien d'accord que l'enfant ne peut pas voir sa mère puisqu'il est dans le ventre de sa mère. On peut évoquer le fait qu'il puisse entendre quelque chose de l'ordre de bruit, hein, puisque certains travaux évoquent que les jeunes enfants, le fœtus peut entendre les bruits ambiants, mais surtout il ressent les coups, il ressent le stress. Et des recherches montrent à quel point ce stress est pathogène pour l'enfant. Et c'est des enfants qui vont naître avec des petits poids, c'est des enfants qui vont naître avec des os brisés, des enfants qui vont naître avec des hématomes au niveau cérébral, etc., etc., sans compter que le stress vécu par la mère va impacter le stress vécu par le bébé. Donc ce trauma est non seulement un trauma psychique et physique pour la mère, mais c'est aussi un trauma physique et psychique pour l'enfant. Alors si je me réfère au développement psychologique des enfants exposés aux violences conjugales, j'ai mis quelques références en bas, mais il y en a, c'est vraiment très peu. Hein. Je voulais préciser aussi qu'il y a 2 thèses quand même qui ont été soutenues en France. La première par Nathalie Savard en 2011, qui était en contrat-cifre à l'ONPE, à l'époque l'Observatoire national à l'ONED, à l'Observatoire national de l'enfance en danger. C'est la première thèse qui a été soutenue en France sous la question des enfants qui étaient violentés et qui avait donc été soutenue par l'ONED. Et la deuxième thèse qui a été faite par Olivia Paul en 2015, qui a beaucoup plus travaillé la question du stress post-traumatique, et c'est une recherche qui avait été aussi financée par l'Observatoire national de l'enfance en danger. Donc je tiens à remercier cette instance qui nous a soutenus par 2 fois, en 2011 et en 2015, pour que nos jeunes doctorantes puissent devenir docteurs à l'heure actuelle. Donc ce que je vous présente là, de façon en 5 lignes, hein, donc c'est vraiment extrêmement résumé, c'est ce qu'on retrouve dans la littérature de façon générale, et ce qu'on va retrouver dans les 2 thèses de ses collègues et dans les travaux que nous avons menés ensemble avec l'ONED. Alors, ce sont les enfants de 0 à 5 ans qui sont les plus touchés, c'est-à-dire qu'on a quasiment un enfant sur 2, sur les 150 000 dont on a parlé tout à l'heure en France, voire sur les 450 000, qui assistent aux violences conjugales. C'est colossal. Ensuite, on a 30 à 32% d'enfants entre 6 et 12 ans, et de façon non négligeable non plus, 30% environ d'enfants de 12 à 18 ans qui vont être exposés aux violences conjugales, avec tous les effets délétères que l'on peut imaginer sur ces enfants ces ados en pleine adolescence, dans des rapports d'identification extrêmement conflictuels qu'ils vont devoir affronter. Quand on voit des enfants de 0 à 5 ans qui sont les plus exposés, alors que la période de 0 à 5 ans est la période développementale la plus importante au plan psychique, au plan cognitif, au plan affectif, au plan social, et on s'aperçoit que c'est là qu'ils sont le plus impactés par les violences conjugales. Sans rentrer dans les détails des relations d'attachement, vous avez eu ce matin, je pense, un exposé par Stéphanie Pinel-Jacquemin, avec qui je travaille sur la question des relations d'attachement. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais sachez que ces enfants exposés aux violences conjugales, si grosso modo, dans la population générale, on a 1/3 d'enfants insécurisés
dans la population générale et 2/3 d'enfants sécures. Quand on regarde les violences conjugales, on est dans une proportion qui est inversée. 1/3 d'enfants sécures et 2/3 d'enfants insécurisés. Dans les deux cas, ça pose question. Ça veut dire que dans une population tout venant, on a quand même 1/3 d'enfants insécurisés. Ça n'est pas du tout négligeable. Et sur les enfants qui sont exposés aux violences conjugales, on a quand même 1/3 d'enfants sécurisés, ce qui n'est pas négligeable non plus. Et ce qui veut bien dire qu'il doit y avoir d'autres étayages possibles pour que ces enfants se développent de façon satisfaisante. Ces enfants ont des symptômes de stase post-traumatique importants, à type d'insomnie, à type de cauchemar. Quand je parle d'insomnie ou de cauchemar, je ne parle pas des cauchemars que tout enfant a dans une période développementale vers 2-3 ans parce qu'il est en période d'autonomie, d'un processus de séparation et d'individuation. Je parle de cauchemars récurrents, je parle d'insomnie récurrente qui font que ces enfants dorment debout. Ils sont fatigués. Ce sont des enfants qui ont des plaintes somatiques diverses, une fatigue extrême, auquel on ne peut pas donner de diagnostic précis. Des enfants qui ont mal au ventre, mais encore une fois, pas le mal au ventre de tout enfant qui va à l'école, ce sont des maux de ventre chroniques, etc., etc. Enfin, des plaintes somatiques de toute nature. Une adaptation sociale difficile sont des enfants qui vivent constamment dans un climat de violence. Ça veut dire des enfants qui ont comme mode relationnel intériorisé la violence, que ça soit avec des adultes ou que ça soit avec leur père, PAIRS. Donc bien évidemment, ces enfants vont se retrouver dans des relations sociales avec les adultes et avec les pères sur un mode, le seul mode qu'ils connaissent, à savoir un mode violent. Et on a des troubles émotionnels de toute nature. Ce sont des enfants que l'on peut voir avec des dépressions graves, des symptômes dépressifs graves dès l'âge de 2-3 ans. Et je parle sur tous les cortèges de faible estime de soi, sur des angoisses récurrentes, des enfants qui sont soit dans un repli extrême, soit dans une agressivité extrême. Alors les conflits de loyauté, bien évidemment, comme dans certaines autres problématiques autres qui concernent la protection de l'enfant, on va les retrouver chez ces enfants avec des besoins de s'identifier à un parent et de s'opposer à l'autre afin de dissiper son insécurité, avec là aussi des paradoxes terribles, c'est-à-dire à la fois des images négatives, imprévisibles, dangereuses du père, mais également une image négative de cette mère qui ne sait pas se protéger, cette mère qui est impuissante. Et puis ils sont coincés entre cette peur de s'opposer à son père et être victime de représailles et la crainte de s'opposer à sa mère et d'endosser par là même la victimisation. Voilà, ces enfants, ces jeunes enfants, au moment où ils sont dans toute cette identification extrêmement importante à leurs deux parents, au moment de l'adolescence, c'est réactivé, se retrouvent dans des conflits de loyauté extrêmes. C'est associé à des syndromes de dépression, à des diminutions du bien-être subjectif de l'enfant. Plus les violences conjugales sont importantes, plus les conflits de loyauté sont importants. Et ils ont aussi une peur d'être abandonnés par l'un des parents parce que là aussi, ils se considèrent parfois comme étant l'objet des conflits conjugaux, comme étant, comment dire, ils prennent sur eux le fait que leur père, par exemple, violente leur mère en disant c'est à cause de moi, j'ai pas apporté suffisamment de bonnes notes, j'ai pas été gentil, j'ai parlé trop fort, etc. Bref, c'est quelque chose qui leur donne la peur d'être abandonnés, en plus d'être dans ce conflit de loyauté. Un autre processus est extrêmement important, c'est la question de la parentification. La parentification, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on adopte des conduites qui ne sont pas appropriées à l'âge et au niveau surtout de développement de l'enfant. Ça veut dire qu'on va avoir un enfant qui peut être en charge des tâches domestiques, qui peut être protecteur du parent, mais qui peut être aussi confident et en général confident de la mère. Ça conduit l'enfant à prendre, comment dire, à avoir un parcours qui n'est plus un parcours d'enfant, mais un parcours de parent, de conjoint, de compagnon, au plan émotif et au plan instrumental. C'est un enfant qui va s'occuper de son propre petit frère ou de sa petite sœur. C'est un enfant qui va aller mettre du mercurochrome sur la blessure de sa mère. Cette question de la parentification, elle est vraiment importante parce que elle entraîne en fait deux
deux façons de l'interpréter. Avec les collègues québécois qui sont toujours plus... sont dans une vision, des fois, dans une visée plus optimiste que la nôtre, et on peut leur dire effectivement qu'on est d'accord avec eux, parce que le fait qu'un enfant se parentifie, ça restaure quelque chose d'un sentiment de sécurité familiale. On va avoir un bien-être familial qui va réapparaître parce que l'enfant va être plus sage, parce qu'il va s'occuper de ses frères et sœurs, parce qu'il va s'occuper de sa mère, parce qu'il va essayer d'être plus sympathique avec son père et plus calme, etc. Et donc ça entraînerait, ça accroîtrait le sentiment de bien-être de l'enfant. Pour ma part, si je veux bien comprendre que ça restaure quelque part quelque chose de ce bien-être, il me semble malgré tout que ça entraîne surtout une distorsion subjective dans la relation parent-enfant, que ça entraîne un retournement des frontières intergénérationnelles, que ça renverse les places et les fonctions de chacun au sein du système familial, et que ça entraîne à long terme, de mon point de vue, une agonie psychique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'enfant n'est plus dans une place d'enfant, il n'est plus dans la place qu'il devrait occuper par rapport à son âge et par rapport à son âge développemental. Un mot rapide sur la transmission intergénérationnelle. On s'aperçoit dans les recherches, en fait, d'un élément qui me semble important, c'est que les hommes violents et qui deviennent ensuite violents, ce sont des hommes qui, durant leur enfance, ont été exposés eux-mêmes, pas forcément à des violences physiques, mais à des insultes, à des violences verbales. Donc j'insiste sur ce côté-là parce que c'est quelque chose qui est important. Et on s'aperçoit aussi que quand même 24%, ce qui est colossal, signalent avoir été abusés sexuellement au cours de leur enfance ou de leur adolescence. Ça ne veut pas dire, et bien évidemment je l'ai mis en gras, que tous les enfants victimes ne seront eux-mêmes des auteurs de violences à l'âge adulte, mais quand on fait des recherches rétrospectives, on s'aperçoit bien que cette transmission intergénérationnelle est malgré tout très importante. En conclusion, une sensibilisation active, c'est ce que nous avons essayé de faire avec nos collègues marionnettistes, Jean-Jacques Flores et Céline Jaspard, avec Olivia Paul et Nathalie Savard, dont j'ai parlé tout à l'heure. Nous avons fait un ouvrage auquel se rajoute un outil de sensibilisation à l'adresse de différents acteurs, à la fois pour les professionnels. C'est un outil pour les aider à parler des violences conjugales avec les jeunes enfants, à la fois pour les professionnels, pour qu'ils se rendent compte que des jeunes enfants, ce qu'ils ont aussi à élaborer par rapport à ces climats délétères dans lesquels ils peuvent vivre dès leur prime enfance, mais aussi c'est un outil que l'on peut utiliser avec les enfants, puisque cet outil a été fait par les enfants eux-mêmes avec des classes préparatoires, c'est-à-dire des jeunes enfants de 4-5 ans avec qui nous avons pu travailler pour leur montrer ce qu'étaient les violences conjugales et leur faire comprendre les liens aussi avec les violences urbaines, les violences scolaires, etc. Bref, de façon à arrêter la spirale de la reproduction intergénérationnelle qui fait d'un enfant violenté un adulte violent. Pour finir sur une note un petit peu optimiste, j'insiste sur la question du soutien social, du soutien familial. C'est extrêmement important pour ces femmes qui sont violentées de pouvoir faire appel à une sœur, à une mère, à une tante, peu importe le degré de familiarité au niveau de la famille. Ce soutien familial est important pour qu'elle-même puisse se sécuriser et pour qu'elle-même puisse avoir des relations d'attachement sécure avec son enfant. J'insiste pour prendre en considération l'entité couple conjugal. Il ne s'agit pas simplement d'essayer de comprendre la victime, il faut essayer de comprendre aussi l'agresseur avec lesquels ces femmes reviennent très souvent, même après un séjour en CHRS. Et puis, protéger la mère, de mon point de vue, ne suffit pas à protéger l'enfant. Quand on prend le terme protéger, son étymologie sur le terme protection, protectio, ça veut dire veiller à ce qu'il n'arrive rien à quelqu'un, ou ça veut dire faire en sorte qu'il ne lui arrive rien de mal en fonction de quelqu'un ou quelque chose. Et je pense que c'est la mère, il faut la protéger, c'est une nécessité. Il faut qu'elle se protège elle-même, c'est une nécessité. Mais elle a déjà beaucoup de choses à faire au niveau psychique et je pense qu'il est aussi important de protéger l'enfant. Donc considérer, pour terminer, l'enfant exposé à la violence conjugale comme un enfant victime. Pour le moment, la loi ne l'a toujours pas déclaré en tant que tel. Je vous remercie pour votre attention.